Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons aborder le module 1, compétences et connaissances générales de la certification AFA. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça on y répondra au plus vite. Alors, pour pouvoir fixer une prime, l'assureur va analyser les risques en utilisant la loi des grands nombres. Donc la loi des grands nombres, c'est un principe fondamental qui stipule que plus on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, et plus la moyenne des résultats obtenus va se rapprocher de la valeur d'espérance. Donc à partir de là, on sait déjà que la loi des grands nombres, c'est le fondement même de l'assurance. Vous le savez certainement, mais pour pouvoir devenir assureur en Suisse, il faut avoir l'agrément de la FINMA. Donc la FINMA, c'est un petit peu considéré comme les gendarmes du marché financier, parce qu'en fait, elles ne surveillent pas que les compagnies d'assurance, elles vont surveiller aussi les banques, les bourses, les gestionnaires de fortune et tout ce qui concerne en fait l'aspect financier en Suisse. Alors, il y a différentes branches d'assurance. Donc l'assurance non-vie, l'assurance santé et l'assurance vie. Donc concernant l'assurance de choses, ça va couvrir tout ce qui est bien matériel, donc par exemple tout ce qui est voiture, maison. L'assurance de personnes, on est forcément sur tout ce qui est maladie, accident. Et l'assurance de patrimoine, c'est celle qui va servir par contre à protéger notre portefeuille. Donc c'est ce qui va permettre que notre patrimoine ne soit pas affecté. Donc par exemple la responsabilité civile. Dans les assurances, alors il y a les assurances de dommages et les assurances de somme. Les assurances de dommages, c'est tout ce qui va concerner une indemnisation selon le coût d'une facture, donc par exemple une réparation de voiture. Et concernant l'assurance de somme, par contre, c'est une somme qui sera définie dès la signature du contrat, donc par exemple en cas de décès. C'est une somme fixe qui sera versée. On va avoir différents processus dans l'entreprise. On aura les processus internes et les processus externes. Donc les processus internes, ça va être tout ce qui est processus de management qui va concerner tout ce qui est organisation, motivation des équipes, les prises de décision et les analyses de résultats. On aura derrière, ça va plutôt concerner les back-office, le processus de soutien, donc tout ce qui est comptable, gestionnaire de sinistres et gestionnaire administratif. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas contact du coup avec le client. Et en processus externe, le processus de commercial. Donc forcément, c'est les commerciaux, c'est ceux qui seront en contact direct avec les clients et c'est ceux aussi, par exemple, qui vont être en charge d'estimer les dégâts. Cette slide, elle est importante aussi parce que elle tombe souvent aux examens. Donc on a en moyenne entre 12 et 15 questions. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui tombent régulièrement. Donc en fait, c'est un peu des points faciles. Donc je vous conseille quand même de la mémoriser, celle-là, même si on n'est jamais sûr de rien, bien sûr. Donc pour être considéré, un produit d'assurance, il doit être fiable, souple, compétent, courtois et avoir un bon aspect extérieur. On va aborder maintenant le thème des CRM. Donc qu'est-ce que contient un CRM? Il va avoir plusieurs catégories, donc notamment la vente ciblée, le marketing, les informations clients, les nouveaux collaborateurs, la partie comptabilité, les actuaires. Donc les actuaires, c'est ceux qui calculent les primes et tout ce qui est dédié au management et études de marché, SWOT, etc. Pour une bonne gestion des risques, on aura 5 points. Donc il faut clarifier les objectifs, identifier les risques, évaluer les dangers, décider des mesures à prendre de protection et surveiller. Cette slide, elle est aussi très très importante parce qu'elle concerne vraiment la base de l'assurance. Elle va s'étaler sur 3 points. On a le système de répartition, le système de capitalisation et la couverture des besoins. En fait, pour faire simple, le système de répartition, on va prendre l'exemple de l'AVS. Les personnes qui partent aujourd'hui à la retraite, l'argent qu'ils vont recevoir, ça va venir des caisses de ceux qui travaillent actuellement. Ensuite, le système de capitalisation, par contre, c'est une épargne individuelle. Donc ça, à titre d'exemple, ça va plutôt concerner le deuxième pilier. En fait, c'est des caisses individuelles dans lesquelles on va y mettre de l'argent régulièrement. Et les couvertures des besoins, ça va être par exemple là la malle. Concernant les intermédiaires en assurance, il y a les agents et les courtiers. Les agents, c'est ceux qui travaillent pour une seule assurance. Et les courtiers, c'est ceux qui travaillent pour plusieurs assurances. Donc les intermédiaires liés et les intermédiaires non liés. Ils auront plusieurs fonctions, donc la planification, l'exécution et les travaux subséquentiels.
Bon, la planification, ça va concerner tout ce qui est l'analyse des besoins et la proposition des solutions. L'exécution, bah forcément la mise en place des contrats et l'adaptation en fonction des besoins. Et les travaux subséquentiels, bah, c'est tout ce qui va compléter ces deux points-là qu'on vient d'aborder. On va maintenant passer à la LSA et la FINMA. Donc la LSA, qui est la loi sur les surveillances d'assurance, elle fixe les règles des assurances et elle est fédérée par l'OS, donc l'ordonnance sur la surveillance. Elle a pour objectif la protection des clients et la stabilité du secteur afin d'éviter les abus et la surveillance du marché forcément. Et concernant la FINMA, donc c'est l'autorité de surveillance du marché financier, donc la police des finances, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle va plutôt surveiller les capitaux propres pour vérifier la solvabilité, surveiller la bonne gestion, la transparence et la régularisation. Il y a plusieurs lois qui sont très importantes à retenir, notamment l'article 39, l'article 41 et 42, l'article 43 et l'article 45. Je vous laisse vous pencher dessus parce que c'est des lois qui sont importantes à retenir parce qu'elles tombent régulièrement aussi. Alors, il y a différents degrés de sanctions. Il y a les sanctions si négligence et les sanctions si intentionnelles. Si négligence, c'est-à-dire qu'on a oublié de donner un document qui est obligatoire, par exemple, on peut avoir une amende qui va jusqu'à 50 000 francs. Par contre, si c'est intentionnel, on connaît les règles, on a fait exprès de ne pas les suivre, on n'a pas voulu les suivre, à ce moment-là, ce sera jusqu'à 100 000 francs d'amende et 3 ans de prison. Si par contre c'est une faute concernant toutes les inscriptions obligatoires à la FINMA, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore certifié, vous n'avez pas encore fait votre inscription auprès de la FINMA et vous allez demain vendre des assurances ou conseiller des assurances, à ce moment-là, du coup, ce sera 250 000 francs d'amende. À savoir aussi que l'assureur, il est responsable des actes de son intermédiaire. C'est très important à savoir aussi. Il y a une hiérarchie dans les textes de loi. Là, on peut voir qu'elles sont au nombre de 4. Tout en haut, on va avoir le Code civil. Donc le Code civil, en fait, c'est ce qui va servir à fixer les bases légales. Donc c'est pour ça que tout ce qui va arriver en dessous doit respecter le Code civil. Donc juste en dessous, on a le Code des obligations. Il encadre les contrats de travail. Ensuite, on va avoir la LCA, donc la loi sur les contrats d'assurance. Elle régit les contrats d'assurance, donc tout ce qui est obligations assureurs, les droits, etc. Et juste en dessous, on va avoir la CGA. La CGA qui est la condition générale d'assurance. Donc ça, par contre, ça va être propre à chaque assureur, étant donné que ça concerne le droit privé. Et forcément, ça va respecter toutes les règles qu'il y a au-dessus. Alors, une obligation de droit, elle est régie par 3 sources. Un contrat, un acte illicite et un enrichissement illégitime. Donc, concernant les obligations contractuelles, elles sont sous condition, bien sûr, donc elles sont au nombre de 4. On a l'accord des deux parties, on a la capacité de contracter, donc c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle soit majeure et capable de discernement. Il y a la forme du contrat et il y a le contenu licite d'un contrat. Et concernant l'annulation d'un contrat, il y a la clause résolutoire, qui est une clause prévue dans le contrat qui dit que si un événement déterminé n'a pas lieu à un certain temps, c'est égal à l'annulation du contrat. Il y a la résiliation, qui est le droit de se départir, donc avec un préavis par exemple. Il y a la rétractation, qui est de 14 jours. Et il y a l'invalidation du contrat. Donc par exemple, s'il y a une erreur, un mensonge ou une menace, ça vaut automatiquement d'annulation d'un contrat. Une obligation parfaite peut être bien effectuée qu'avec ces 4 règles. Donc qui, quoi, quand, où. Qui, qui doit exécuter la prestation. Quoi, donc que doit être fourni. Quand, quand et dans quel ordre les prestations doivent être exécutées. Et où, donc où la prestation doit-elle être fournie. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que en gros, s'il n'y a pas d'obligation parfaite, il y a un litige possible. Donc pour éviter ça, il vaut mieux dès le début euh, mettre des conditions en fixant par exemple une échéance ou bien en se laissant l'exercice de droit d'option. Alors, le registre du commerce.
Donc, le registre du commerce, c'est un registre où on va trouver toutes les entreprises et indépendants. En fait, il est accessible à tous parce que c'est public. Ça va un petit peu être la carte d'identité de chaque entreprise et ça va avoir une fonction de publicité. Donc, en publiant nos informations, elle va garantir du coup le respect des lois et ça va avoir un lien juridique. Donc, possibilité là-dessus de pouvoir aussi déclarer les faillites. Donc, elle va contenir la responsabilité de l'entreprise, donc la nature de l'entreprise, son pouvoir de représentation, donc qui est le gérant, son siège, la raison de commerce et le but de l'entreprise inscrite. On va un petit peu plus se pencher maintenant sur les contrats. Donc en cas de sinistre, par exemple, en fait, il y a plusieurs règles à respecter si on veut que notre contrat soit respecté aussi, notamment le fait de déclarer rapidement le sinistre, l'obligation de collaboration pour déterminer et renseigner le sinistre, il y a une obligation de sauvetage. Donc par exemple, si on a un dégât des eaux, couper l'eau, plutôt que de tout laisser comme ça et de faire en sorte que la situation s'aggrave, si on peut dire ça comme ça. Donc toute modification est interdite avant la détermination du dommage, c'est-à-dire qu'on aura une obligation de sauvetage, oui, mais on n'aura pas non plus, on pourra pas non plus faire ce qu'on veut, quoi. Faudra toucher à rien tant que le dommage ne soit pas déterminé. Et en cas de sinistre, l'assureur peut résilier le contrat en le mentionnant au client au plus tard au moment du paiement de l'indemnité. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un sinistre avec son assurance, il n'a pas l'obligation de continuer de nous assurer. Il peut se départir du contrat. Alors, concernant les propositions d'assurance. Donc, pour être valable, une proposition d'assurance, elle doit contenir le risque assuré, l'objet assuré, la prestation d'assurance, la prime, le début de la couverture d'assurance, la durée du contrat. Il y a aussi une clause qui atteste que le client a bien reçu les conditions générales et date et signature du client pour confirmer l'accord. Mais à savoir que quand une proposition d'assurance elle est faite par l'assuré, il ne doit pas faire d'autres demandes pendant 14 jours. Donc pendant 14 jours, il n'a pas le droit de faire d'autres demandes auprès d'autres assureurs, par exemple. Et c'est rallongé à 4 semaines dans le cas où il y a un questionnaire de santé qui a été demandé. Donc en gros, on va dire entre 14 et 4 semaines en fonction du dossier. On va voir maintenant rapidement le transfert d'assurance. Donc dans le cas par exemple où j'achète une maison et que je ne souhaite pas rester chez le même assureur. Donc j'ai 30 jours pour refuser le transfert. Donc en gros c'est juste le contrat qui va être modifié, il y aura mon nom dessus. Moi j'ai 30 jours pour refuser le transfert et l'assureur lui il a 14 jours pour résilier à partir du moment où il reçoit l'info avec un préavis de 30 jours. De l'assurance accident. Donc l'assurance accident, elle est gérée en général par les employeurs. Elle est obligatoire pour tous, par contre, mais ça dépendra en fait de votre statut actuel. Si vous êtes employé, si vous êtes salarié, ce sera votre employeur qui va s'en occuper. Si vous ne l'êtes pas, vous avez quand même l'obligation de l'inclure dans votre LAMAL, dans votre assurance de base. Donc si par exemple vous travaillez à plus de 8 heures par semaine, vous allez être couvert pour tout. Donc accident professionnel, maladie professionnelle et non professionnelle, donc dans le privé aussi. Par contre, si vous êtes à moins de 8 heures par semaine, ça va être que ce qui concerne les accidents professionnels et maladies professionnelles. Donc ça va concerner que le pro. Bon, ça semble logique après, mais voilà. Donc pour les chômeurs, par contre, c'est que l'accident non professionnel. Pour les chômeurs qui touchent une indemnisation, je parle. Donc pour être assuré, par contre, il y aura un seuil maximum de salaire annuel qui est de 148 200 francs. Si vous dépassez ce seuil-là, en fait, ça peut être pris en charge, mais alors il faudra avoir une assurance complémentaire. Parce qu'en fait, les primes, elles sont en pourcentage par rapport au salaire. Donc, le maximum qui va être pris, ça va être 148 200 francs. Par contre, si vous avez un salaire plus élevé, vous pouvez prendre une assurance complémentaire qui va couvrir le reste du salaire que vous allez toucher. Concernant les prestations, on va avoir les prestations de soins, c'est ce qui va couvrir les frais médicaux, en incluant bien sûr les frais de transport, ambulance, etc. Et les prestations en espèces qui vont plutôt remplacer un revenu ou une indemnité.
Donc, ça va être par exemple si la personne est invalide ou il y a une atteinte à l'intégrité, une brûlure par exemple ou autre. Les indemnités journalières, elles seront versées dès le troisième jour après l'accident, donc à 80% du dernier salaire. Les 2 premiers jours, ça sera par contre à la charge de l'employeur. Et ça va s'arrêter forcément quand il y aura une reprise de travail. Par contre, s'il y a une invalidité, donc par rapport à, donc il y a une reprise forcément qui est impossible, il y a une rente d'invalidité ou décès qui va rentrer en compte. Il y a plusieurs incapacités. Il y a l'incapacité de travail, donc celle-là va être à court terme, et il y a l'incapacité de gain. Donc celle-là, malheureusement, elle va être sur le long terme. Elle va débuter dès qu'elle sera reconnue médicalement et elle va s'arrêter donc soit à la disparition de l'incapacité ou soit malheureusement au décès. Dans le cas d'un décès, il y a une prestation en espèces qui est reversée aux survivants. Donc là, je vous ai fait une petite liste qui résume tout ça. Vous pouvez en prendre connaissance et faire éventuellement une capture écran si ça peut vous aider, même des autres slides. Là, on a terminé ce cours-là pour aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos concernant la non-vie, la vie et la maladie complémentaire. Ce qui est très important, je pense, c'est quand même d'aller sur le site officiel euh, et de faire la session entraînement et de ne pas hésiter à prendre aussi chaque question et à les développer. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en fait là on a un cours, mais c'est vrai que les questions lors de l'examen elles vont être très piégeuses. C'est ça en fait qui fait que on peut rater l'examen. Donc on peut avoir nos connaissances de base qui sont très importantes bien sûr, mais les questions piégeuses c'est ce qui peut nous faire rater l'examen. En sachant qu'il est à 400 francs, c'est quand même pas négligeable. Donc essayez de prendre chaque question posée d'éventuellement développer chaque possibilité et de développer, de se développer au maximum. Pareil pour le cours que je viens de vous faire, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à continuer vos recherches et ne pas vous contenter que de ces slides. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.